Je vais essayer de conclure avec les casquettes qui sont les miennes, c'est-à-dire de scientifiques, anciens chercheurs, de paysans aujourd'hui, mais aussi de députés européens pendant 5 ans et actuellement députés à l'Assemblée nationale. Mais avant de me lancer dans une conclusion de 5 minutes, je voulais saluer les lanceurs d'alerte. Parce que sur ce sujet des pesticides, si on n'avait pas eu des gens courageux, des lanceurs d'alerte, qui avaient tiré la sonnette d'alarme, on n'en serait pas là sur le constat que ces pesticides sont dangereux pour la santé, pour la biodiversité et pour le climat. Et j'ai bien aimé la photo de Giovanni qui parlait de Paul François. Effectivement, quand on a créé Phytovictime, c'est 3 paysans qui sont à l'origine de Phytovictime. Paul François, pour les raisons que vous connaissez, parce qu'il est victime lui-même des pesticides, mais parce qu'il a aussi rencontré des paysans qui faisaient autrement. Et donc je salue notre collègue Dominique Marion, qui à l'époque était président de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques. Et tous les 3, on a créé Phytovictime en juillet 2011. Et à côté de nous, il y avait 2 personnes qui étaient sur la photo qui a été présentée par Giovanni. Jackie Ferrand, qui a perdu son fils à 42 ans. Jackie Ferrand était là avec nous pour créer Phytovictime avec son fils qui n'était pas encore décédé, qui est décédé quelques temps après. Et il y avait à côté de nous également Caroline Chenet. Caroline Chenet qui était la femme d'un de mes amis d'enfance, qui est en France le premier agriculteur décédé, reconnu malade professionnel à cause des pesticides. Donc c'est ces gens-là qui ont ouvert la voie, et donc je ne pouvais pas avoir un propos aujourd'hui sur les pesticides sans penser à Yannick Chenet, à Frédéric Ferrand, à Jackie Ferrand, son papa, à Caroline, sa femme, et à ses filles. Je les remercie infiniment. J'ai aussi une pensée pour des gens qui sont dans la salle, et notamment Franck qui est là, qui a témoigné tout à l'heure, parce que ces parents d'enfants qui sont victimes de pesticides par le cancer pédiatrique, c'est une épreuve extrêmement difficile, et donc je salue leur courage de bien vouloir accepter, de témoigner de leur parcours, et de bien vouloir, et Franck l'a très bien dit, bien sûr l'aventure d'Eliott continue, mais il ne le fait plus que pour Eliott, il le fait pour les autres enfants. Et donc je voulais saluer les gens de Avenir Santé Environnement qui sont là dans la salle, parce que ce qu'ils font, c'est pour l'avenir des générations futures. Je voulais aussi saluer ceux qui sont aussi des lanceurs d'alerte. On va voir tout à l'heure un film de Marie-Monique Robin. Je pense aussi à Jean-Paul Jaude, qui a, pour nous, réalisé des documentaires absolument indispensables, qui s'appellent « Nos enfants nous accuseront », qui s'appelle « Severn, la voix de nos enfants », qui s'appelle « Tous cobayes », qui s'appelle « Libre ». Eh bien, ces films-là sont des films qui participent à faire prendre conscience à tous du danger des pesticides et des substances de synthèse. Je suis désolé. Je ne vais pas revenir sur le constat, il est tout à fait catastrophique. Mais moi, je veux m'appesantir sur les solutions et sur ceux qui tentent d'apporter des réponses. Je vais d'abord citer Secret Toxique, Sylvie en a très bien parlé. Si Secret Toxique est sur la table, c'est parce que nous faisons le constat que la réglementation en vigueur, que ce soit à l'échelon européen, que ce soit à l'échelon national, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc, Secret Toxique est là pour porter des recours en justice, pour saisir la Commission européenne et montrer que nous avons un vrai problème avec l'utilisation des pesticides, parce qu'il y a l'effet cocktail, parce qu'on n'évalue pas les métabolites de décomposition, parce que Paracels, au XVe siècle, nous disait que ce qui faisait le danger, c'était la dose. Aujourd'hui, nous savons, par rapport à tout ce que révèle Secret Toxique et les médecins qui sont là, que ce qui nous menace, c'est l'exposition, quelle que soit la dose, et donc on a besoin de travailler sur ces sujets-là. Je voulais également dénoncer, et ça a été dit, la supercherie de la haute valeur environnementale. La haute valeur environnementale, c'est en vérité de l'enfumage, donc de la haute valeur d'enfumage, qui ne sert pour les agriculteurs qu'à engranger les aides de la PAC. Et ça a très bien marché. Depuis le 1er janvier 2023, on a changé de PAC, et grâce au label HVE, 99,3% des agriculteurs ont validé toutes les aides PAC, y compris la conditionnalité, grâce à HVE, sans changer de pratique agricole. Donc ne vous laissez pas endormir par ces pratiques-là. Et puis, je veux parler de la bio, parce que c'est une vraie réponse. Moi, je considère que l'agriculture biologique, et les témoignages d'agriculteurs qui étaient là en sont l'illustration,
C'est d'abord un parcours agronomique, et le travail que conduit Vincent Bretagnol est une illustration parfaite de ça. C'est d'abord un parcours agronomique qui permet à l'agriculteur, au producteur de comprendre qu'il a besoin d'arrêter le dérèglement climatique, qu'il a besoin de comprendre que la biodiversité est son meilleur allié. Et quand il a fait cette compréhension-là, il s'engage dans un parcours agronomique qui fait que l'agriculture biologique devient une conséquence. Mais quand on a fait ce parcours-là, on se rend compte que l'agriculture biologique, c'est aussi la solution pour préserver la souveraineté alimentaire et le revenu des agriculteurs. Parce que ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est précisément le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Les témoignages que nous a proposés Vincent en sont une brillante illustration. Sur l'eau, Jean-Claude Oliva a parlé de l'eau et a parlé de Munich. Il y a 25 ans, Munich a décidé de ne pas créer une unité de potabilisation et a préféré accompagner les agriculteurs pour préserver le périmètre de captage. Les chiffres sont clairs. L'unité, ou l'eau qui rentre dans les canalisations après avoir soutenu les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique pour préserver le périmètre de captage, ça coûte, ces aides aux agriculteurs, en plus des aides de la PAC, ça coûte 1 centime d'euro par mètre cube distribué. 1 centime d'euro. L'eau qui rentre dans des canalisations après des filtrations, donc dans des solutions curatives, ça coûte entre 17 et 27 euros par mètre cube. Et c'est vous, messieurs, dames, qui payez. C'est vous, les usagers de l'eau, qui payez ces solutions-là, alors qu'on pourrait allumer un cercle vertueux pour tous, pour les producteurs, pour notre santé, pour la biodiversité, pour le climat, et donc pour notre porte-monnaie, si on faisait le choix d'accompagner autrement l'agriculture. Et donc ça m'envoie vers la politique agricole commune. Je vous l'ai dit, j'ai été député européen pendant 5 ans. On a essayé de changer cette politique agricole commune. Et cette politique agricole commune, c'est la solution pour soutenir l'agriculture biologique. C'est l'exact inverse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on distribue les aides par unité de surface, et donc le mécanisme, il est très simple à comprendre. Plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'aides. Et comme il n'y a pas de conditionnalité, plus vous avez d'hectares, plus vous utilisez de pesticides, et plus vous êtes aidé. Comment voulez-vous que l'agriculture se réinvente si elle est perfusée par l'argent public de cette manière-là? Eh bien, ce que nous devons faire, c'est sortir de ces logiques de distribution par unité de surface et accompagner une vraie politique de l'emploi et donc distribuer des aides par unité de main-d'œuvre, et surtout poser des règles de conditionnalité qui fait que les agriculteurs ne touchent de l'argent public que s'ils respectent le climat, que s'ils respectent la biodiversité, que s'ils respectent notre santé. En vérité, le chemin, il est simple. Ce qu'il manque, c'est de l'audace politique, c'est du courage politique. Et c'est là où vous avez un rôle, vous les citoyens. C'est que quand on consulte les citoyens et que vous êtes amenés à glisser un bulletin dans l'urne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de voter Macron, vous n'êtes pas obligé de voter Bardella, vous n'êtes pas obligé de voter Wauquiez. Ceux-là, eux, font toujours le mauvais choix et continuent de soutenir l'agriculture corporatiste, de soutenir l'agriculture qui est pilotée par la FNSEA. Donc c'est vous qui avez le pouvoir en vérité. Descendons à un échelon plus local. Descendons à un échelon plus local. Il s'avère que dans une autre vie, je passais 1 semaine par mois à Strasbourg. Et que j'ai beaucoup aimé que Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, m'associe à cette initiative, à cette réflexion sur l'ordonnance verte. Je ne vais pas refaire toute la démonstration, elle est probante. Mais ce que j'ai vécu dans les dernières semaines où je suis allé à Strasbourg, je dois vous le partager. Parce que ce que j'ai rencontré là-bas, c'est des femmes qui bien sûr maintenant sont mamans, et qui, après le système d'ordonnance verte, continuent d'acheter des légumes bio pour nourrir leurs enfants, y compris les plus grands, pas ceux qui ont forcément bénéficié pendant la grossesse des paniers bio. Et donc, là, on a un vrai outil, et ça me réjouit de voir que ça fait tache d'huile, pour organiser, pour sensibiliser et pour vulgariser les produits bio. Alors vous allez me dire, les produits bio c'est trop cher, c'est pas accessible à tous. Mais c'est absolument faux. Vérifiez bien pourquoi les produits pas chers dans les grandes enseignes le sont. C'est parce que les produits bio sont victimes d'une concurrence déloyale. Parce que quand vous utilisez des pesticides, quand vous utilisez des engrais de synthèse,
Eh bien, il faut réparer la nature, il faut réparer la santé, il faut réparer la biodiversité, il faut réparer le climat. Et qui paye? C'est vous tous. Eh bien, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la PAC. Si nous avions l'audace d'attraper cette enveloppe, dont une étude proposée par le BASIC est sortie il y a moins d'un mois, montre que cette enveloppe-là représente 70 milliards d'euros par an en France. C'est 7 fois plus que la PAC. La PAC, c'est 10 milliards d'euros. 70 milliards d'euros pour réparer les dégâts de ces pratiques agricoles. Eh bien, si nous mettions ces 70 milliards d'euros, non plus pour réparer les dégâts, pour continuer d'engloutir cet argent public dans un puits sans fond tant qu'on aura de l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse, nous avons un véritable levier pour encourager l'agriculture biologique, pour faire qu'on rémunère, et je choisis mes mots, on rémunère des agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun. Et là, la seule agriculture qui est dans ce périmètre-là, c'est l'agriculture biologique. Et donc, forcément, on aurait les moyens de soutenir cette agriculture-là. Alors vous allez me dire, vous voulez que les agriculteurs soient toujours assistés, soient toujours subventionnés. Mais je parle de rémunération. C'est la même histoire que votre carte vitale quand vous allez chez votre médecin et que votre médecin prend soin de votre santé. Vous sortez une carte vitale qui est financée par l'effort collectif et qui fait qu'on peut payer le médecin qui prend soin de votre santé. Eh bien moi je suggère que les paysans soient demain, à l'instar des médecins, des gens qui prennent soin du climat, de la santé et de la biodiversité et qu'on les rémunère pour faire ça. Et dans un contexte géopolitique chahuté, faire en sorte que cette enveloppe publique existe et constitue un filet de sécurité à cette économie ultralibérale où le prix des produits agricoles, et donc la rémunération des agriculteurs pourrait être fixé par ce qui se passe à la bourse de Chicago, eh bien moi je trouve que ce filet de sécurité, c'est plutôt rassurant pour l'agriculture de demain. Et donc, voilà, je pense qu'on peut avancer, il faut s'appuyer sur ces expériences réussies, il faut s'appuyer sur les données scientifiques objectives pour qu'enfin, les politiques prennent les bonnes décisions. Et c'est toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, à la fois quand j'étais député européen et aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. J'ai passé ma journée d'hier, c'était une purge, avec M. Bayrou qui était venu sur ma circo pour essayer de rencontrer des élus locaux. Quand je l'entends répondre à la question des cancers environnementaux posée par Madame la maire de Périgny, je me dis que le chemin est encore long parce que ce Premier ministre ne fait que repasser les éléments de langage de la FNSEA sans jamais essayer de s'approprier des données scientifiques objectives qui permettraient de conduire des politiques publiques un peu plus objectives. Et puis cette semaine, parce que je pense que les recours juridiques, c'est aussi une réponse, la judiciarisation de toutes ces incohérences. Cette semaine, j'étais à l'audience au Conseil constitutionnel pour défendre un recours que nous avons déposé avec quelques députés pour dénoncer le contenu de la loi d'orientation agricole. Et là, encore une fois, quand j'entends les arguments de la ministre de l'Agriculture pour défendre cette loi d'orientation agricole, je me dis que si le Conseil scientifique cherche à s'approprier un peu les données scientifiques dont on dispose, il ne va pas pouvoir encore valider cette loi d'orientation agricole. Et donc j'ai le bon espoir que le 20 mars prochain, grâce au recours d'élus un peu plus clairvoyants, nous réussissions à faire tomber cette loi d'orientation agricole. Donc voilà, J'insiste sur le rôle des élus. Tous les élus ne sont pas des pourris, tous les élus ne sont pas bons à rien. Il y a des élus qui prennent soin de l'intérêt commun, il y a des élus qui prennent conscience qu'il faut qu'on change de trajectoire. J'espère que je fais partie de cela, en tout cas je m'y attelle, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc je reprends, et je l'ai dit puisqu'on était ensemble avec Vincent jeudi matin à Rochefort au siège de la LPO pour célébrer l'oraison de la nature en deuil organisée par la LPO. Et je reprends la phrase que j'ai reprise en conclusion de mon propos, celle de Pierre Urmic, maire de Bordeaux, encore un maire écologiste après Strasbourg, après Poitiers dont on a parlé, qui dit que sur ces sujets du climat,
de la biodiversité, de la santé, de la souveraineté alimentaire. L'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard.